Traumatisme. Dissociation. 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 L'Association francophone du trauma et de la dissociation présente Dissociation au pluriel. Un podcast produit par l'AFTD qui vous fait découvrir le traumatisme et la dissociation sous de multiples facettes. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Qui est traumatisé ? Comment peut-on aider ceux qui le sont ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, nous démarrons le cycle des thérapies centrées trauma avec Hélène Delucci qui nous raconte le MDR. Hélène Delucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute systémicienne et centrée compétences, formatrice EMDR Europe pour adultes et superviseur EMDR Europe pour enfants et adolescents. Vous travaillez à l'Institut français de EMDR à Paris en tant que responsable pour tout ce qui est trauma complexe. Vous êtes chargé de cours à l'Université Lorraine et même à l'Université La Trobe à Melbourne en Australie. De plus, vous travaillez en pratique privée à Genève avec des personnes traumatisées complexes et chroniques et leurs familles. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et chapitres sur le MDR et en psychotraumatologie et vous avez fait une thèse sur l'application de la thérapie EMDR auprès d'adultes présentant des traumas complexes et des troubles dissociatifs. Autant dire que vous êtes une des personnes incontournables dans le monde de l'EMDR francophone et au-delà. Et puis, vous avez fait partie des membres fondateurs de notre association, l'AFTD, et secrétaire du comité pendant 3 ans. Et c'est un honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre podcast Dissociation pour nous parler de l'EMDR. Bienvenue, Hélène Delucci, et merci d'être là. Merci à vous pour cette invitation. Et pour commencer, j'ai envie de vous poser la question de la naissance de l'EMDR. Racontez-nous son histoire. Quand on parle de l'EMDR, il faut absolument citer la personne qui l'a découvert, qui l'a conceptualisé en premier. C'est Francine Shapiro, qui est décédée aujourd'hui. Elle est décédée il y a quelques années. Mais elle a fait un important travail et tout ça, j'ai envie de dire, elle l'a découvert par sérendipité. C'est-à-dire, elle a eu un jour une nouvelle qui l'a vraiment bouleversée parce que ça concernait sa santé, avec un sentiment qu'elle pouvait rien faire. Et puis, en se promenant dans le Golden Gate Park à San Francisco, elle ruminait, voilà. Et puis, tout d'un coup, elle s'est rendue compte que finalement, son état émotionnel s'améliorait, qu'elle était beaucoup moins perturbée. Et elle a eu un réflexe qu'ont les chercheurs, que je trouve extraordinaire. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Puis en faisant le chemin inverse, elle s'est rendue compte que en marchant, elle n'avait pas arrêté de balayer les bords du chemin. Elle avait bougé ses yeux et du coup, elle a eu l'idée extraordinaire de se dire, mais est-ce que ça a à voir quelque chose ? Elle a essayé de repenser à ce qui l'avait bouleversée, mais la charge émotionnelle avait disparu. Et puis, à partir de là, elle a tenu à cette idée. Elle vivait dans une colocation. Elle est allée voir ses colocs. Elle leur a demandé de bouger les yeux. Ils n'ont pas tout à fait compris. Et puis, elle a agité ses doigts devant leur visage pour qu'ils bougent leurs yeux en pensant à quelque chose qui les dérangeait. Et puis, de fil en aiguille, elle a fait un doctorat autour de cette question-là. Elle s'est inscrite dans la recherche. Elle a travaillé avec de nombreuses populations, à commencer avec des vétérans de guerre traumatisés. Et puis, elle s'est rendue compte que le fait de bouger les yeux en pensant en même temps à quelque chose qui est dérangeant
pouvait modifier l'expérience subjective, c'est-à-dire l'état émotionnel, les réactions du corps, et finalement pouvait permettre aux personnes d'inscrire au passé un événement du passé. Parce que il faut savoir que quand un événement est traumatique, eh bien le corps n'a pas compris qu'il est fini. Donc le corps le revit comme s'il était toujours au présent. Donc il y a 40 ans, 45 ans, le traumatisme était vraiment l'affection pour laquelle on était le plus impuissant en psychothérapie. On pouvait rien faire par rapport à ça. C'est devenu, avec Francine Shapiro et d'autres, bien sûr, l'affection, j'ai envie de dire, la plus facilement abordable aujourd'hui et la plus robustement guérissable, si je peux utiliser des termes un peu à la marge du vocabulaire français. En parlant des mouvements oculaires, finalement, comment ça marche? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les effets que ça fait et puis comment ça fonctionne? Ça paraît étrange. Oui. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une thérapie qui fait l'objet de nombreuses recherches. Alors, d'abord sur son efficacité, et puis il y a différentes hypothèses concernant les mécanismes d'action. Alors, un des mécanismes d'action dont on pense qui peut intervenir, c'est ce qui se passe dans les phases du sommeil lorsque nous avons des mouvements oculaires, les REM, le REM sleep, c'est-à-dire les REM, ça veut dire Rapid Eye Movements, c'est-à-dire des mouvements oculaires rapides que nous avons pendant les phases du sommeil. Et la recherche nous dit que le rêve et cette phase spécifique du sommeil permet de ranger les choses dans le cerveau, de créer des liens, j'ai envie de dire, de ranger les choses dans notre autobiographie de façon à libérer la mémoire pour de nouveaux apprentissages. On sait que les traumatismes sont des apprentissages qui n'ont pas pu se terminer, c'est-à-dire où le cerveau réagit comme si l'affaire était toujours en cours. Et on pense que les mouvements oculaires rapides permettent de mimer en quelque sorte cette phase du sommeil, du rêve. Alors il y a d'autres mécanismes dont on parle, par exemple le fait de la saturation de la mémoire de travail qui permet en arrière-plan au cerveau, j'ai envie de dire, de créer des réseaux neuronaux. Aujourd'hui, même si on a beaucoup de recherches en neurosciences qui montrent, ce qui se passe dans le cerveau au niveau de l'EMDR, on le voit que de manière macroscopique. On ne sait pas encore comment, de manière microscopique, les choses se passent dans le cerveau. Il y a une autre hypothèse que j'aime beaucoup, celle qu'a avancée Martin Zak, qui a fait des recherches fondamentales à l'Université technique de Munich, donc des recherches fondamentales en physiologie, et qui nous apprend que les mouvements oculaires ou les stimulations bilatérales, je veux dire le fait de faire des stimulations bilatérales alternées, comme nous le faisons quand nous marchons, quand nous courons, quand nous faisons du vélo, quand nous faisons du ski de fond, quand nous nageons du crawl, je veux dire, c'est des stimulations bilatérales du corps alternées, eh bien, il y a un effet physiologique. C'est-à-dire, lorsque nous commençons avec les stimulations bilatérales, quand nous en faisons peu, il y a un changement d'état, c'est-à-dire, nous activons ce qu'on appelle le système parasympathique, c'est-à-dire le système qui permet finalement la mise au repos du corps, le fait de s'apaiser, le fait d'activer la digestion, voilà, le système immunitaire, les choses qui sont plutôt bloquées quand on est très stressé, par exemple. Quand on fait beaucoup de stimulation bilatérale et quand elles sont rapides, Martin Zak a aussi l'hypothèse que ça favorise la connectivité dans le cerveau. Ça veut dire les réseaux neuronaux qui n'ont pas pu finir de se construire pour en faire une expérience totale. Vous voyez, je peux vous raconter une expérience où j'ai des images, où je peux vous dire ce que j'ai fait, où je peux vous dire ce que je vis, même mes doutes, même des expériences, des sensations, des émotions désagréables, des ressources, des choses que je peux constater qui vont mieux et qui peut me permettre de mettre les choses en perspective. Si je suis en face d'un trauma, eh bien, j'ai envie de dire, dès que je touche à ce réseau neuronal, je peux être débordée d'émotions. Par exemple, si j'ai vécu un accident, je peux être de très bonne volonté, je peux rationnellement me dire que ce n'était pas de ma faute, que
que finalement j'ai tout fait bien comme il faut, même l'assureur me l'a dit. Il suffit que je m'asseye derrière le volant de ma voiture, je suis bloquée. Je suis débordée d'anxiété. J'ai l'impression d'être une meurtrière parce que effectivement un accident, voilà, je veux dire, c'est ça la croyance que j'ai eue en lien avec cet accident. Et du coup, conduire va être vraiment difficile. Eh bien, le MDR, en ciblant cette expérience qui s'est produite, imaginons, il y a 3 mois, va me permettre de revivre en accéléré ce qui s'est passé, va me permettre de modifier cette croyance « je suis une meurtrière » qui est irrationnelle en une croyance qui dit finalement je suis quelqu'un de bien ou je suis quelqu'un d'inoffensif ou voilà, ou je suis une conductrice efficace. Et qui peut me permettre de ce fait, j'ai envie de dire, d'évacuer tout ce que mon cerveau a stocké de manière non appropriée pour permettre à cette expérience de finir, de faire l'apprentissage jusqu'au bout, en disant oui, en effet, j'ai eu un accident, ça a failli impliquer, créer un carambolage, il n'y a pas eu de tué, mais j'ai très peur de mourir et surtout que les gens dans la voiture soient blessés. Voilà, mais aujourd'hui tout le monde est sain et sauf, la voiture elle est dans un état, elle fait pitié à voir, mais au final, voilà ce que j'ai appris. J'ai appris qu'en sortant d'un tunnel, il peut y avoir des vents de côté. J'ai appris que lorsque nous avons dépassé ce camping-car, eh bien, il s'est déporté, il a touché notre voiture. Voilà, ça m'a appris que dépasser un camping-car, faut être plus prudent que dépasser n'importe quoi d'autre. Et surtout les sorties de tunnel, quand on est à 120 sur l'autoroute, eh bien, il faut faire attention. Par jour de grand vent, par exemple. Donc, je peux non seulement de nouveau conduire en étant juste attentive, mais pas débordée. Je peux de nouveau emmener des gens dans ma voiture. Je peux raconter l'événement, j'ai envie de dire, sans être débordée d'anxiété, sans avoir des sensations difficiles dans le corps. Et j'ai appris quelque chose qui me permet d'être mieux armée pour la suite. D'accord. Donc, ça finit, entre guillemets, bien au niveau du corps, et au niveau des croyances. Au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des croyances, au niveau des comportements. Et on voit même que les gens qui ont traversé de telle manière un événement traumatique et qui ont pu être aidés dans le fait qui ont pu, j'ai envie de dire, on dit toujours en EMDR, on parle de retraiter efficacement, c'est-à-dire transformer cette information dysfonctionnellement stockée en une information qui permet de réagir de manière plus adaptée, d'être mieux armé. Donc finalement, j'en sors non seulement apaisée, mais avec quelque chose en plus qui me permet de mieux appréhender les choses qui vont venir. Ok. Mais alors, à ce moment-là, parce qu'on parle beaucoup de l'importance du lien thérapeutique, bien sûr, comment ça peut vraiment compter pour aller mieux. Et puis là, finalement, à vous entendre, il suffit presque de faire des fameuses stimulations bilatérales alternées pour que ça aille mieux. Alors à ce moment-là, j'ai envie de dire de façon un peu provocatrice, en tout cas très curieuse, pourquoi ne pas le faire sur soi, tout seul, dans sa salle de bain ou entre soi? Sûr. Alors on sait que les recherches qui ont été faites montrent que 3/4 des traumatismes simples. Un traumatisme simple, c'est un traumatisme où les gens ont une vie sans traumatisme préalable, où ils ont grandi dans des attachements sécures, j'ai envie de dire, qui sont bien en lien avec leurs ressources, qui ont l'accès à de nombreuses ressources. Ces personnes-là, par exemple, quand il se passe un événement majeur traumatique, on sait que 75%, c'est ce que dit la recherche, des gens se relèvent sans séquelles post-traumatiques, sans troubles de stress post-traumatique à la fin. On sait que pendant la période de vulnérabilité qui suit un événement potentiellement traumatique, parce qu'on ne sait pas si la personne va avoir un trauma après, donc il y a une période de 3 semaines, 1 mois, qui peut aller jusqu'à 3 mois, d'une période de vulnérabilité. On sait que les symptômes de stress post-traumatique, on appelle ça la phase aiguë, sont des réactions normales à un événement anormal. Maintenant,
on sait que c'est pas les gens qu'on va retrouver dans nos cabinets de psychologues ou dans notre cabinet de psychiatres ou de psychothérapeutes. Les gens qu'on va retrouver, ce sont des gens qui ont un sac à dos plein de nœuds avec des traumatismes qu'ils ont vécus souvent depuis la plus tendre enfance. C'est-à-dire des traumatismes qui ont eu lieu au sein de relations où non seulement il y a eu des événements comme des accidents, des tsunamis, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais où il y a eu parfois sur une base quotidienne, par exemple avoir été harcelé à l'école, aller à l'école avec la peur au ventre, recevoir des humiliations, des ricanements du reste de la classe, c'est des choses extrêmement douloureuses qui s'inscrivent et du coup chargent ces réseaux neuronaux d'inscription de blessures relationnelles avant tout, qui sont difficiles à concevoir comme un traumatisme simple. Donc ce sont des personnes qui ont déjà pris énormément sur soi, qui viennent et j'ai envie de dire qui ont pas eu une blessure mais de nombreuses blessures et qui viennent quand ils en peuvent plus. Donc quand ils sont tellement déstabilisés et puis ils voudraient de l'EMDR en 3 séances parce qu'on sait qu'un événement traumatique prend 1 à 3 séances, ça peut aller très vite, mais vu le nombre d'événements qui ont été difficiles, qu'ils ont vécu, eh bien, ça prend du temps, même si l'EMDR en soi va plus vite que les autres thérapies. Et quand vous avez été blessé à l'intérieur du lien, quand vous avez vécu des trahisons, des surprises de gens qui n'ont pas réagi comme vous attendiez, quand vous avez vécu des relations dans lesquelles il se sont passées des choses extrêmement douloureuses, quand les personnes ont fait des expériences de solitude incommensurables, quand des donneurs de soins n'étaient pas au rendez-vous pour répondre adéquatement à leurs besoins, eh bien, ça fait beaucoup de choses que nous avons à travailler et c'est là que ça prend du temps. Et comme ces traumatismes ont souvent eu lieu avec une composante relationnelle, eh bien, rencontrer ce thérapeute, cet autre, une nouvelle relation, eh bien, les gens ont appris, finalement, les gens qui ont des traumatisations complexes et chroniques ont appris que, j'ai envie de dire, à prédire l'avenir en se disant que la relation n'est pas sûre, l'autre peut changer de visage à n'importe quel moment et peut vous laisser tomber si jamais vous lui dites, vous lui donnez quelque chose de vous. Donc vous voyez, la mise en place du lien thérapeutique pour pouvoir avoir le courage d'aborder ces traumas et toucher à cette douleur, c'est déjà tout un programme. Donc là, on a besoin d'un lien thérapeutique avec un thérapeute qui propose un fonctionnement qui fait contraste avec ce qui a été blessant. C'est-à-dire qui permet de se sentir en sécurité dans le lien, qui permet d'être prédictible, qui travaille de concert avec le patient, où le thérapeute puisse expliquer, partager ce qu'il sait avec le patient dans des termes compréhensibles, parce que du coup, les patients méritent de comprendre ce qui leur arrive et méritent d'aider à se dire oui, ça je peux aborder, ça pas encore, ça c'est trop dur. Voilà. Et du coup, on a des patients motivés qui ont envie de s'affranchir des choses qu'ils ont vécues. Après, il y a parfois des réactions de survie que certains auteurs appellent des défenses, mais qui ont été des manières pour les personnes de se remettre debout, de rester en vie, de faire en sorte que les choses soient moins pires, de sortir de l'impuissance, du désespoir, et qui sont autant de symptômes aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Donc finalement, le patient va vivre avec le thérapeute une relation plus sécure et ça aussi, ça va être profondément thérapeutique. Oui, c'est-à-dire avec un thérapeute qui comprend ce qui a pu être douloureux dans le passé, même si ce n'est pas explicité en termes, je veux dire, nous, psychotraumatologues, il y a des patients qui peuvent nous raconter ce qui s'est passé, il y a des patients qui peuvent pas nous raconter ce qui s'est passé. Soit parce qu'ils ont des zones d'amnésie, soit parce qu'ils ont extrêmement honte de nous dire ce qui s'est passé. Mais nous, on va faire des hypothèses sur leur passé à partir de leurs symptômes. Et au fil du temps, quand les personnes se sentiront davantage en confiance, ils vont nous confier des choses, parfois à demi-mot, qui leur sont arrivées et qui méritent d'être retraitées. En tout cas, on sait que l'EMDR est très, très efficace pour le trouble de stress post-traumatique,
pour le stress, le trouble de stress post-traumatique complexe, voire pour les troubles dissociatifs. Mais dans ce cas-là, il faut pouvoir adapter le MDR de manière à ce que des personnes puissent en bénéficier. C'est-à-dire, le MDR, comme Francine Shapiro l'a découvert, s'adresse avant tout à des gens qui ont des traumatismes moins envahissants que les gens qui ont des traumatisations chroniques. Mais en 30 ans, le MDR a beaucoup évolué, on l'a beaucoup ajusté. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été développées qui permettent vraiment d'ajuster les choses au millimètre près. D'accord, de l'intérêt donc d'avoir un professionnel vraiment aguerri pour accompagner des gens qui peuvent souffrir de troubles dissociatifs, de choses plus complexes que juste un état de stress post-traumatique, si je comprends bien. David Savant-Schreiber, dans son ouvrage Guérir, avait été un des premiers à parler de l'EMDR au grand public. Donc il a 2 chapitres dans son livre Guérir du stress, de l'anxiété et de la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Je crois que la première édition datait de 2003, si je m'abuse. Et il a une façon extraordinaire de le décrire. David Savant-Schreiber disait que donnait le conseil aux patients. Il disait, si vous vous sentez pas à l'aise avec votre thérapeute, cherchez un autre thérapeute. Si vous vous sentez pas entendu, je veux dire, au bout de 1 à 3 séances, vous savez si vous vous sentez à l'aise avec votre thérapeute, si c'est un thérapeute avec lequel vous sentez que c'est possible de travailler. Parfois, je veux dire, cette rencontre humaine ne se fait pas, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas un mauvais patient. Vous avez le droit de continuer la recherche jusqu'à ce que vous trouviez un thérapeute avec lequel vous vous entendez. Et vous parlez de honte et de difficulté du patient pour justement parler de ce qui lui est arrivé. Oui. Mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour que les patients acceptent de retourner dans ces moments traumatisants? Comment on les fait y retourner en sécurité? Comment on s'y prend? Merci beaucoup pour votre question, parce que c'est une question vraiment importante. La première chose qu'on va essayer de faire, au-delà du fait de faire connaissance, de partager notre savoir, d'essayer personnellement, une question que j'aime beaucoup demander aux gens quand je les reçois en thérapie, c'est de leur dire, supposons qu'on fasse un travail efficace ensemble. À quoi verrez-vous que vous n'aurez plus besoin de venir? C'est-à-dire, ce qui va être important dès que possible, c'est de pouvoir déterminer des objectifs. Il y a des gens qui vont tellement pas bien, qui peuvent pas déterminer des objectifs au départ. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par stabiliser la personne, c'est-à-dire par déjà apaiser le corps. On appelle ça la stabilisation neurovégétative. C'est-à-dire, on va amener le corps, on va le faire réatterrir dans l'ici et maintenant, de façon à ce que dans l'ici et maintenant, où il n'y a pas de danger, la personne puisse se sentir en sécurité. Évidemment, ça suppose qu'elle est en sécurité. Sinon, il va falloir réfléchir de quoi elle aurait besoin pour qu'elle puisse être davantage en sécurité. Ensuite, on va faire une stabilisation qu'on va dire psychologique. C'est-à-dire, on va amener les personnes à différencier ce qui appartient au passé, qu'on va aborder quand on aura de bonnes conditions pour le faire, quand le patient se sentira suffisamment en confiance pour le faire. Comme à la FT2, on parle de dissociation, jusqu'à ce que le système intérieur est d'accord d'aborder ces événements-là, hein, quand il y a présence d'un système dissociatif. Donc, on va mettre de côté ce qu'on va pas pouvoir aborder aujourd'hui, et on va explorer par rapport à ce que le patient nous raconte, comment il a fait pour que les choses soient pas pires. Comment il a fait pour se remettre debout? On va lui poser des questions de survie. On va essayer de voir comment il s'est débrouillé pour que finalement les symptômes d'aujourd'hui soient le compromis le moins pire qu'il ait trouvé par rapport à ce qui lui est arrivé. Parce que la majorité des patients viennent en thérapie, n'ont pas conscience d'être des héros de survie. Donc c'est à nous de poser des questions qui, par leurs réponses, permettent de leur raconter qu'ils sont des héros de survie, surtout quand ils ont vécu de nombreux traumatismes. J'ai tendance à dire, quand j'enseigne, de dire que plus la liste des traumatismes est longue et plus elle est sordide, plus le fait que le patient soit encore là aujourd'hui est le signal très clair
de ses capacités de survie. Mais il vient pas avec un CV de survie. Donc, c'est à nous de faire ressortir ces aspects-là en premier lieu. Et puis, on va essayer de questionner sur les ressources, sur les bons souvenirs, sur les activités qui permettent de s'apaiser. Par exemple, il y a des gens qui disent, quand je gratte la terre, quand je jardine, je pense à rien d'autre, ça me vide la tête. D'autres personnes disent, moi, c'est quand je joue au Sudoku. D'autres personnes disent, quand je médite, je fais le vide dans mon corps, je fais aller dans la terre tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui me pèse. Voilà, ce sont des stratégies très personnelles. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça que cette collaboration entre le thérapeute et le patient se construit. Le thérapeute fait connaissance aussi avec ce qui tient le patient, avec l'environnement, les gens qui tiennent le patient. Donc, à partir de la stabilisation psychologique, ça concerne la stabilisation, j'ai envie de dire, de son système de pensée, d'émotions, etc., l'accès aux ressources. Et puis, il y a encore une stabilisation d'ordre relationnel, où on va explorer qui est-ce qu'il y a dans l'environnement du patient. Est-ce qu'il y a des gens qui sont constructifs? Constructif, ça veut dire, est-ce que quand il arrive quelque chose de bien au patient, est-ce que ça fait du bien aux personnes de son entourage? Comment est-ce qu'il se débrouille en tant que parent? Est-ce qu'il y a des moments où il est débordé? Il y a des moments où ses enfants le débordent? Est-ce qu'il peut réparer ce lien? Est-ce qu'il a des gens, par exemple, auxquels il peut demander à l'aide? Est-ce qu'il a la capacité de demander à l'aide? Est-ce qu'il a des bons souvenirs relationnels avec des personnes? Donc ça concerne toute la stabilisation d'ordre relationnel dont nous savons l'importance quand les gens ont des traumatisations chroniques et complexes. Alors, la stabilisation relationnelle va être particulièrement importante. Et si nous nous trouvons en face de gens qui sont entourés de liens non constructifs ou qui sont tellement isolés qu'ils n'ont plus personne à qui parler, j'ai envie de dire, ça n'aide pas à s'affranchir des symptômes. Eh bien, nous allons nous aider de figures symboliques, c'est-à-dire ça peut être des figures animales, des figures, j'ai envie de dire, qui font pas partie de la réalité du quotidien, mais dont nous savons, si le thérapeute les utilise, vont utiliser des systèmes internes qui permettent, j'ai envie de dire, de créer des liens, parce que au final, nous sommes des mammifères, donc nous sommes des êtres de lien, donc nous avons besoin d'être en lien avec des êtres suffisamment constructifs. Voilà. Et petit à petit, j'ai envie de dire, en se stabilisant, en faisant un plan de traitement de ce qui est possible, on va commencer par aborder des événements non traumatiques, des choses qui embêtent les gens dans la vie quotidienne, des peurs qui émergent. Donc, on va leur permettre d'essayer le fonctionnement de l'EMDR sur, on va dire, des petits événements, des petites cibles, pas les pires choses qui leur sont arrivées, sur des liens qu'ils ont avec des gens qui sont pas les plus blessés. Et en voyant que les choses s'améliorent par rapport à des peurs, par rapport à des émotions, par rapport à des relations qui étaient, par exemple, des relations de travail, des relations avec les enfants, eh bien, les gens prennent confiance et puis ils se disent, on peut aussi faire de l'EMDR pour cette chose-là, et puis ça, on peut aussi ça. Et de cette manière-là, quand ça se passe, j'ai envie de dire, mieux que prévu, mieux que craint, eh bien, les gens eux-mêmes développent une envie d'aborder les choses plus difficiles. Et puis, il y a des choses que certaines personnes ont vécues, pour lesquelles ils vont jamais être complètement prêts. Alors, c'est en fonction de la rencontre des déclencheurs dans leur vie quotidienne qu'on va aborder d'abord des petits morceaux de cette expérience, jusqu'à ce que finalement, ce qui s'intègre, ce qui se digère, et le fait que les symptômes dans la vie quotidienne se réduisent, le fait qu'ils dorment mieux, qu'ils arrivent à prendre soin d'eux, qu'ils arrivent à mettre des limites, eh bien, à partir de là, on voit que tout le système, j'ai envie de dire, se stabilise, va de l'avant, et du coup, les personnes peuvent trouver le courage d'aborder aussi les pires choses qui leur sont arrivées. C'est vraiment un programme tout en douceur, dont vous parlez, avec vraiment une progression qui est très apaisante à vous écouter, et je trouve que vous parlez de la psychothérapie EMDR d'une façon profondément humaniste. Et merci. C'est bon de sentir ça de cette psychothérapie qui peut donner des images parfois plus autour de protocoles, etc. Et c'est vraiment bien, je trouve, de vous entendre parler de ça comme ça.
c'est vraiment important que la thérapie EMDR face à des gens qui sont tellement blessés. Je veux dire, et parfois, au début, il y avait des recherches qui disaient la thérapie EMDR n'est pas pour ces personnes-là. Ou certaines personnes dans le monde de la dissociation disent non, l'EMDR, c'est juste pour les traumas simples. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, avec les pistes, les adaptations que nous avons trouvées, même les gens les plus traumatisés peuvent bénéficier de l'EMDR si c'est fait graduellement. On peut même travailler sur des événements qui ne nous sont pas arrivés, des événements transgénérationnels, des événements du début de la vie pour lesquels nous, en principe, nous n'avons pas de souvenir de la période préverbale. Ça existe maintenant. Et quand c'est fait dans de bonnes conditions, eh bien, ça a de très, très bons résultats. Alors, vous parlez justement de bonnes conditions. Et puis, en ce moment, on peut voir un florilège d'écoles formatrices en EMDR ou en mouvement oculaire avec beaucoup d'appellations qui ressemblent et des approches qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle officiellement l'EMDR. Comment est-ce qu'on choisit, à part le fait, bien sûr, j'ai bien entendu, d'être à l'aise avec la personne qu'on rencontre, mais sinon, comment est-ce qu'on choisit son thérapeute de façon peut-être plus officielle, plus cadrée? Alors, si vous voulez faire de l'EMDR, parce qu'il y a de multiples approches, c'est ça qui est intéressant, hein, ce foisonnement, hein, je veux dire, à partir du moment où il y a des idées qui sont comprises, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'approches qui proposent des pistes, j'ai envie de dire, parfois accrochées à l'hypnose, parfois accrochées à d'autres aspects de la psychothérapie. Mais si vous voulez faire de l'EMDR spécifiquement, tel que Francine Shapiro l'a conçu, l'a enseigné, j'encourage les personnes qui peuvent faire cette formation à s'adresser à un institut de formation agréé par EMDR Europe au moins, ou sinon par l'Institut Francine Shapiro. Il y a un institut dans chaque pays, Francine Shapiro. Voilà. Et en général, dans chaque pays, il y a une association EMDR nationale qui existe et qui chapeaute un petit peu, hein, qui est vraiment un lieu associatif. C'est pas un lieu commercial, on est bien d'accord, mais qui est un lieu associatif qui souvent a un annuaire des praticiens EMDR suffisamment formés, suffisamment supervisés et qui ont passé, j'ai envie de dire, l'étape de l'accréditation, hein, c'est un vrai examen. Donc, ces personnes peuvent se retrouver dans l'annuaire de l'association, par exemple, en France, c'est l'EMDR France, en Belgique, c'est EMDR Belgique, en Suisse, c'est EMDR Suisse, et dans d'autres pays francophones, voilà, il y a soit une association EMDR nationale, soit les instituts sont rattachés à un des pays, une des associations nationales d'un autre pays, en général, d'où proviennent les formateurs qui ont formé les gens dans ce pays. Je pense à des pays comme Haïti, je pense à des pays d'Afrique francophone, mais il existe maintenant, par exemple, en Afrique, il existe une association EMDR Afrique. Donc voilà, tout ça s'organise. Par ailleurs, il y a aussi, je peux parler de l'institut pour lequel je travaille, qui est l'Institut français de MDR à Paris. Eh bien, l'Institut français de MDR a aussi son propre annuaire de gens qui ont été formés par cet institut. Donc, si jamais pour certaines personnes c'est plus rassurant, voilà, c'est des choses qu'on trouve sur Internet où les praticiens sont répertoriés avec les formations qu'ils ont faites. En tout cas, quand on vous entend, et puis moi j'ai le plaisir de vous voir en même temps, il y a vraiment une gourmandise sur votre visage, une joie de vivre à l'idée de travailler en EMDR et qui donne vraiment envie, et ça fait plaisir à voir et à entendre. Et vraiment, je vous remercie, Hélène Delucci. Et j'ai envie de vous poser la question pour terminer, parce que malheureusement, le temps imparti est cadré. Si vous aviez 2 livres à conseiller aux auditeurs, peut-être un livre pour les patients, plutôt grand public, qui expliquerait le MDR, et puis un livre plus pour les personnels de santé, notamment les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes. Quels seraient ces 2 livres ? Alors, le livre que je
peut conseiller à tout le monde. Il est écrit par Francine Shapiro. Elle a voulu écrire un livre pour le grand public. Alors le titre original s'appelle Getting Past Your Past. Et il a été traduit en français par François Meunier-Lompré. Et en français, ça s'appelle Dépasser le passé. C'est un livre qui est édité aux éditions du Seuil et qui est très lisible. Enfin voilà, je veux dire, Francine Shapiro, a vraiment exprimé en des termes simples, comme vous avez le grand mérite de le faire à la FTD à travers ce podcast, de rendre les choses apparemment compliquées, accessibles au plus grand nombre. Et puis pour les professionnels qui souhaiteraient se former, puis un ouvrage qui est mis à jour régulièrement, qui accompagne maintenant les formations. C'est le manuel de psychothérapie EMDR aux éditions Duno, avec Cyril Tarquinio en tête de file. C'est un ouvrage, alors celui édité en 2017, il a 645 pages. Il a été réédité, il y a des chapitres qui ont été réécrits, qui contient de nombreuses stratégies décrites, trouvées, des réflexions, des cas cliniques, des études de cas, des recherches. Enfin voilà, c'est une Bible, c'est la Bible. On a l'habitude d'entendre que la psychothérapie EMDR est idéale pour les états de stress post-traumatique, donc des traumatismes relativement simples. Mais à vous entendre, le champ des possibles est beaucoup plus vaste. Voilà. Ce que j'aimerais dire pour finir, c'est que l'EMDR a été, développé pour répondre à la notion du trauma. Aujourd'hui, on découvre à travers de nombreux diagnostics, que ce soit des troubles anxieux, la dépression, parfois des maladies bipolaires, parfois des diagnostics plus lourds comme la psychose, comme des troubles dissociatifs, des troubles de personnalité. Eh bien, aujourd'hui, je peux dire que dans tous ces troubles, si on regarde l'histoire des gens et qu'on travaille sur ce qui est arrivé, sur ce qui leur est arrivé, et qu'on essaye qu'on arrive à déblayer leur traumatisme, eh bien, beaucoup de gens perdent les symptômes, les critères pour leur diagnostic. C'est ce qui nous amène à dire que de nombreux diagnostics aujourd'hui sont un diagnostic mixte entre le trauma et leur fonctionnement en santé mentale. Et du coup, ça vaut la peine vraiment pour les praticiens, les psychologues, d'avoir cette double formation en santé mentale et aussi en psychotraumatologie, de façon à pouvoir mieux répondre aux besoins de ces personnes, déblayer les traumas, de façon à ce qu'on sache, qu'est-ce qu'il en est vraiment du fonctionnement en santé mentale. Ok, donc vraiment c'est beaucoup plus large que ce qu'on pensait au départ. Tout à fait. C'est important de l'entendre. Je vous remercie infiniment, Hélène Delucci, de ce témoignage, de ces explications. C'était un plaisir. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Le podcast Dissociation, au pluriel, est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lecliec-Aubin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Hélène Delucci et Sophie Lecliec-Aubin, présenté lors de l'épisode 1 et monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. Ce podcast est en accès libre, à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir la FTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, Johanna Smith nous racontera l'ICV, l'intégration du cycle de la vie. Merci de votre écoute et à très vite.